Voilà, il est 13 h pile, hein. Alors comme nos webinaires s'appellent les 13-14, je vous propose qu'on commence, puisque comme ça on sera aussi ponctuel que vous l'êtes. Il y a encore quelques personnes qui vont peut-être nous rejoindre, mais le temps qu'on se présente et qu'on vous présente un peu la structure de notre présentation, ça leur laissera le temps d'arriver, de se connecter. Donc, comme je vous le disais, on est toute l'équipe d'Apprévention réunie aujourd'hui et pour ces nouveaux rendez-vous qu'on a voulu le plus régulier possible, hein, donc les 13-14 de la Ligue. Le premier numéro, c'est aujourd'hui. On va parler de Mars Bleu. Et je vais laisser ma collègue Catherine se présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci Thomas, bonjour, moi c'est Catherine Nord, je suis chargée de prévention sur Mulhouse Sud Alsace à la Ligue contre le cancer et je cours avec Thomas cet après-midi. Tout à fait. Donc Thomas Roy, chargé de prévention pour la partie Ligue Entreprise notamment, donc sur tout le département du Haut-Rhin. Et comme je disais tout à l'heure à ceux qui sont arrivés un peu en avance, on est accompagné en backup avec Lydie et Marie-Josée, qui sont nos deux autres collègues de la prévention. On a également un invité exceptionnel, le docteur Muriel Fender, qui est notre caution scientifique et qui assiste aussi à ce webinaire. Voilà. Donc ceci étant dit, on va donc dérouler avec vous les diapositives. N'hésitez pas à poser vos questions et surtout, avant que la question soit posée, on enverra à tous les participants connectés le PowerPoint de notre présentation. Comme ça, vous aurez le temps de vous y replonger au fur et à mesure. Comment on va se présenter ce webinaire? Donc, un petit menu, hein. Donc, d'abord, des rappels qui sont des fois aussi très informatifs sur la Ligue contre le cancer, avec ses grandes missions. Vous verrez tout à l'heure, on va vous en parler. Puis, on rentrera dans le vif du sujet avec la prévention. Comment prévenir le cancer colorectal? Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à faire et que j'espère vous en faites le plus possible. Puis, on parlera ensuite du dépistage avec les modalités dont vous allez beaucoup entendre parler pendant tout le mois de mars et qu'il faut connaître. Et on verra s'il y a des choses qui vous manquent sur ce sujet-là. Et puis, on terminera par un temps d'échange avec les questions auxquelles on aura peut-être répondu au cours de l'autre ou à celles que vous nous poserez à ce moment-là. La Ligue, qu'est-ce que c'est? Donc, une mission sur lesquelles on va passer, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je passe assez rapidement, mais c'est au moins pour titre d'information. La première mission sur le soutien à la recherche. Bien sûr, hein, la Ligue contre le cancer subventionne des projets de recherche. Et avec l'organisation départementale de la Ligue contre le cancer, on peut ainsi soutenir des projets de recherche locaux. On est associé en général avec le comité du Bas-Rhin pour soutenir des projets de recherche alsaciens. Et l'an dernier, dans le département du Haut-Rhin à lui seul, on était à peu près à 900 000 euros de financement de projets de ce type. La deuxième mission, c'est celle qui est la plus connue aussi, hein, sans doute, hein, l'action pour les personnes malades et pour les proches. Donc les deux sont importants. Les personnes malades, évidemment, hein, on va les accueillir, mais on va accueillir également les aidants. Donc un proche aidant, c'est une personne qui vient au quotidien en soutien, une personne malade d'un conjoint ou d'un parent. Et au total, vous avez dans le carré tout en haut, hein, plus de 700 personnes qui sont accompagnées par notre comité chaque année. Ça peut être un soutien qui va également jusqu'au soutien financier, hein, bien sûr, on en reparlera si vous avez des questions là-dessus. La troisième mission, elle nous réunit tous aujourd'hui, parler de prévention et de promotion des dépistages, des actions sur le terrain avec mes collègues. On va vous en montrer quelques exemples juste après. Et puis une dernière mission, un peu plus politique, pour la défense du droit des usagers, notamment par exemple le droit à l'oubli. Vous avez la petite carte juste après, le département du Haut-Rhin, et chaque petit pictogramme représente un soin de support ou un soin de soutien de support qui sont disponibles sur nos 4 espaces Ligue. Le premier à Colmar, dont on vous parle aussi aujourd'hui en direct. À Mulhouse, 2 espaces, hein, l'espace de rencontre et d'information dans l'hôpital, et puis l'espace Ligue à Mulhouse. Et également, tout dans le sud des départements à Folgensbourg, le dernier né, le point Ligue à Folgensbourg, qui est aussi accessible pour tout le monde. Ici, on vous a détaillé une diapositive avec tous les soins de support que vous pouvez trouver. Alors, 2 types de soins de support, hein, ceux qui sont en bleu, ce qu'on appelle les soins de support socles, qui vont donc être les grandes missions qui, normalement, sont mises à disposition partout en France, dans tous les comités. Nous, effectivement, notamment, hein, l'activité physique adaptée, des cours d'activité physique qui sont donc adaptés aux malades et à leur état, des conseils de soins en socio-esthétique. On a deux socio-esthéticiennes qui travaillent sur le département, également un soutien psychologique, 2 psychologues cliniciennes et une psychologue du travail qui sont là pour vous accueillir et vous soutenir. Le soutien social, dont je parlais un peu tout à l'heure avec la commission des secours, qui vient en aide financièrement quand la situation l'exige, et puis des conseils diététiques avec tout un tas d'ateliers ou de rendez-vous qui peuvent être aussi personnels et individuels. Tout autour, c'est ce qui n'est pas obligatoire, mais qu'on développe dans notre département. Vous avez énormément d'activités artistiques, hein, les arts plastiques, l'expression corporelle,
les cafés littéraires, les ateliers d'écriture, la céramique, mais aussi des vrais soins de soutien, hein, comme l'atelier de retour à l'emploi, tout ce qui est sophrologie, les groupes de parole, qui peuvent être pour les malades et pour les aidants. Et tout ça à votre disposition et entièrement financé par vos dons. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. À la Ligue, tout est intégralement pris en charge financièrement. Je vous parlais de toute notre équipe de prévention qui est réunie aujourd'hui. Elle intervient dans tous ces milieux-là. Vous avez des interventions au milieu scolaire, donc là, c'est plus Catherine qui s'en occupe, avec Marie-Josée pour la partie du nord du Haut-Rhin. Des interventions en grand public, public vulnérable. Donc là, on en parle énormément au moment Docteur Rose, mais toute l'année, il y a des interventions en grand public, et notamment en ce moment avec le Colontour, on en reparlera, mais également des entreprises vers des actions vers les entreprises et collectivités, et ça pour tous les sujets, des sujets de prévention, avec les exemples qu'on vous a cités, mais aussi pour tout ce qui est dépistage organisé. Quelques photos pour vous permettre de mieux voir ce que ça représente. Voilà, on va sur tous les terrains. On est sur les parkings, dans les cours, dans les salles de classe, dans les ateliers d'entreprise. Et en ce moment, la petite photo en bas à gauche, la tournée du Colontour, hein, qu'on a commencé vendredi en entreprise et qui va se poursuivre notamment dans le GHR, hein, le groupe hospitalier à Mulhouse, avec beaucoup d'interventions qui sont prévues. On vous donnera les dates en fin de présentation si ça vous intéresse. Catherine, je te laisse la main. Je prends la suite, merci Thomas. Donc effectivement, pour rentrer plus dans le vif du sujet, aujourd'hui, le service prévention de la Ligue, on s'occupe des 40% des cancers évitables et on agit au plus proche des personnes dès le plus jeune âge pour donner des conseils qu'on écoute ou non, mais en tout cas qu'on essaye de promulguer pour favoriser des comportements favorables à la santé. Donc aujourd'hui, on sait que les 40% représentent environ 153 000 cancers évitables sur 355 000 diagnostiqués chaque année en France. On peut parler de facteurs de risque ou de facteurs de protection, comme on l'entend et on le verra plus tard spécifiquement sur le cancer colorectal. Donc, vous avez peut-être déjà découvert le panorama des cancers qui est vraiment très intéressant. Si jamais il est consultable sur le site de l'Institut national du cancer qui a également changé d'apparence. Et on y retrouve les 4 principaux facteurs de risque. Aujourd'hui, vous le savez très certainement, le tabac figure parmi, toujours encore, le plus gros meurtrier évitable, 19,8%, 75 000 décès par an chaque année en France, hein, qui pourraient être évités, dont notamment des cas de cancer qu'on pourrait éviter un maximum. Ensuite, de près, hein, l'alcool, la consommation excessive d'alcool, on va en reparler, l'alimentation déséquilibrée, le surpoids, certaines infections, dont notamment les HPV, hein, dont on parlera dans un prochain webinaire, les fameux papillomavirus, ainsi que les rayonnements UV, donc les fameux rayons du soleil. Donc là, vous voyez que pour chaque facteur de risque, on a identifié, enfin pas nous, hein, les gens de l'INCa, les chercheurs, les organes qui vont être impactés. Donc, les cellules de ces organes-là qui vont être au fur et à mesure de la vie impactées. Prévenir le cancer colorectal, c'est possible et on va démarrer par un premier petit sondage. Donc, on va tester vos connaissances. On met en route le sondage. Est-ce que vous le voyez apparaître? Normalement, vous allez le voir, hein. Donc, 2 questions. Une première qui vous demande combien de cancers colorectaux sont dépistés chaque année en France. Un choix sur 4. Et la deuxième question juste en dessous, alors il faudra peut-être que vous fassiez déplacer votre curseur. Quel est le pourcentage de cancers colorectaux déclarés après 50 ans? Pour l'instant, on commence gentiment. Une réponse par question. Vous pouvez cliquer. On voit au fur et à mesure les personnes qui répondent. Pour l'instant, c'est bien réparti pour la première question. 17 38 000, vous hésitez. Pour la deuxième partie, c'est aussi un peu de tout. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez faux. Pas de punition, hein. Pas de gage. Non. On vous donnera les Juste les bonnes réponses. Il y a encore quelques personnes connectées qui n'ont pas encore répondu. Je laisse quelques secondes avant d'afficher les résultats. Voilà. On va considérer que c'est bon, même si tout le monde n'a pas tout à fait répondu. Je vous partage les résultats. Alors, vous avez répondu à peu près équivalent. Alors, une majorité de 52 38 000, et puis un peu des autres chiffres disponibles aussi. Et pour la deuxième question, vous êtes plus partagé, hein, à peu près bien répartis entre 65% et 85%. Et on va voir ce qu'il en est exactement.
Merci pour votre participation. Donc, euh, aujourd'hui, ce qui pose un véritable souci, et pourquoi on parle de Mars bleu et on aimerait que ça devienne la même vague que celle pour le rose à octobre, c'est que ça concerne énormément de personnes. 47 000 personnes chaque année vont être diagnostiquées d'un cancer colorectal, soit près de 130 cas chaque jour, hein, et qui causent malheureusement 17 000 décès par an. Donc, ce sont des décès qu'on pourrait éviter, on en parlera tout à l'heure. Au niveau local, ça représente 535 nouveaux cas par an dans le Haut-Rhin. Le cancer colorectal, donc souvent, hein, on le vit sur les stands avec Thomas et Marie-Josée. Souvent, les hommes se sentent concernée, mais au niveau de la femme, souvent, elle découvre hein, que voilà, c'est aussi un test à faire au même titre que la mammographie ou d'aller voir un gynécologue. Donc, troisième cancer le plus fréquent chez l'homme et le deuxième le plus fréquent chez la femme après le cancer du sein. Donc, ça reste quand même des cancers très développés qui touchent énormément de monde et qui malheureusement causent beaucoup, beaucoup de décès, d'où l'importance de se mobiliser pour Mars Bleu. Donc, vous avez répondu, je crois que 2 personnes ont répondu 95, il me semble, hein. Donc, alors l'âge hein, reste un premier facteur de risque non modifiable, évidemment, pour tous les cancers, hein. Avec le vieillissement, nos cellules vieillissent également, donc forcément se fragilisent. Et avec les années et nos facteurs de risque, du coup, il y a un risque de développer un cancer colorectal beaucoup plus important après l'âge de 50 ans. On est à 95% de cancers colorectaux qui surviennent après l'âge de 50 ans. Et vous me direz que ce chiffre-là, des 50 ans, vous parle très certainement. On va en reparler juste après. Attention quand même, 5% des cas surviennent avant l'âge de 50 ans, hein, donc ça reste 5% tout de même. Évidemment, on va également vous en parler tout à l'heure, on reste vigilant et on parle aux médecins en cas d'antécédents ou de signes à diagnostiquer. Les facteurs de risque non modifiables, justement. Donc l'âge, on vient d'en parler, 95%, ainsi que les prédispositions familiales, hein. On parle souvent du coup de certaines maladies dont on a déjà peut-être entendu parler, notamment la maladie inflammatoire du côlon, la fameuse maladie de Crohn, hein, qui va être un facteur de risque en tant que tel. Des personnes qui ont une maladie de Crohn sont souvent suivies hein, de très près et vont avoir du coup évidemment des conseils médicaux en conséquence. On a également les antécédents personnels de cancer ou de gros polypes et les antécédents familiaux. Donc, si vous savez ou avez repéré dans la famille des cas dans une lignée, dans une même lignée, du coup, père ou mère de cancer colorectaux, il faut évidemment en parler à votre médecin et faire, du coup, en général, une coloscopie. Il adaptera votre suivi en fonction. Les 5% génétiques, hein, donc on parle là de risque très élevé de développement d'un cancer colorectal. On est du coup dans les syndromes de Lynch ou bien des maladies plus spécifiques qui nécessitent un suivi comme les polyposes adémateuses familiales. Deuxième petit sondage pour rentrer. Donc maintenant, vous êtes rodés. Je vais vous lancer la série de deuxièmes questions. Pareil, là, cette fois, il n'y en a qu'une. Et vous devez cocher les facteurs de risque responsables du développement d'un cancer colorectal. Un double oui. Plusieurs fois. Consommation de tabac, d'alcool, consommation de viande rouge et charcuterie, consommation de fruits et légumes, surpoids, obésité, sédentarité. Donc, il y en a qui sont très calés, qui répondent rapidement. Personne n'a mis fruits et légumes. Pour l'instant, c'est assez rassurant, même si on ne veut pas spoiler la réponse. Donc, beaucoup de... Ouais. On a quasiment tout le monde pour la consommation d'alcool, viande rouge, charcuterie, un petit peu moins pour le tabac et surpoids, obésité, sédentarité. Encore Encore une chance de deux ou trois retardataires s'ils veulent participer. quelques secondes. Ça ne changera pas grand-chose. Je vais vous afficher les résultats. Très bien. Donc, comme disait Catherine, hein, vous êtes unanime sur l'alcool, sur le surpoids, l'obésité, un tout petit peu moins sur les viandes rouges, charcuterie et la sédentarité, et encore un tout petit peu moins sur la consommation de tabac. On va voir ce qu'il en a exactement. Donc voilà un petit récapitulatif, hein, cette slide qu'on a essayé de vous rendre la plus lisible possible, hein. Donc on vous a bien dit, des facteurs de risque qui vont venir majorer hein, le risque de développer un cancer colorectal.
Encore une fois, le risque zéro n'est pour personne, hein. C'est-à-dire que si quelqu'un ne fume pas et ne boit pas, évidemment, il met beaucoup de chance de son côté, mais le facteur, voilà, on l'a bien compris tout à l'heure, qu'il y a des antécédents ou bien tout simplement l'âge, hein, qui va aussi rentrer en ligne de compte. Évidemment, plus on fait de choses pour son hygiène de vie, meilleures seront du coup les chances de rester en bonne santé de manière globale, hein, que ce soit aussi pour les risques cardiovasculaires, le diabète, etc. Donc, facteurs de risque, alors le tabac et la consommation d'alcool figurent parmi les facteurs de risque majeurs du coup d'un développement de cancer colorectal. Donc, bien sûr, le mieux, c'est de ne pas fumer, ou si on fume, on se fait aider, hein. Nous sommes formés à la Ligue notamment pour accompagner au sevrage tabagique, mais il y a aussi d'autres structures très bien sur l'ensemble du département. L'alcool. Alors, l'apport de calories lié à la consommation d'alcool est absolument vide, hein. C'est uniquement un liquide qui est toxique, qui n'apporte rien à notre corps et à notre organisme. La consommation excessive, hein, donc même à partir d'un verre par jour, va augmenter le risque de développer un cancer. Donc, vous connaissez certainement les recommandations, 2 verres par jour et pas tous les jours, le mieux étant de ne pas consommer d'alcool du tout. Au niveau de la viande rouge et de la charcuterie, on en parle énormément dans le cancer colorectal car c'est un énorme facteur de risque, hein. Vous le savez, notre microbiote, notre système intestinal a besoin d'apport d'aliments et on mange, hein, on le sait, hein, plusieurs fois par jour. Il a besoin d'apport d'éléments qui lui font du bien. Et le souci de la viande rouge et de la charcuterie aujourd'hui, c'est leur composition. Pour la viande rouge, il y a une toxine, hein, qui est à l'intérieur du coup de la viande rouge qui va favoriser l'apparition de cancers colorectaux, d'où, vous l'avez peut-être certainement déjà entendu, une limite à pas dépasser de 500 grammes. Donc, bonne nouvelle d'un côté aussi, hein, la viande rouge, en plus de ça, est plutôt onéreuse, hein, en plus du coup d'être aussi un aliment très riche en gras saturés, autant privilégier la volaille et d'alterner avec du poisson ou si vous le faites déjà, des œufs et des légumes secs. Vous pouvez interroger vos enfants qui sont à la cantine, par exemple, hein, et respectent ce cahier des charges théoriquement à la lettre. Au niveau de la charcuterie, vous l'avez aussi entendu ces dernières années, au-delà du sel, du gras toujours encore, il y a aussi l'apparition des nitrites, hein, qu'on connaît depuis très longtemps et qui sont des sels, des ajouts, hein, qui permettent la conservation de la charcuterie, mais qui lui confèrent aussi la couleur rose, eh bien, sont des cancérigènes avérés, hein. Donc, la Ligue contre le cancer a fait un énorme plaidoyer envers ça et vous voyez apparaître aujourd'hui des jambons sans nitrite. Alors, on vous encourage bien évidemment à toujours privilégier un jambon blanc supérieur sans nitrite ou du jambon de volaille ou limiter un maximum la charcuterie. La sédentarité, le surpoids et l'obésité jouent un grand rôle également dans le développement d'un cancer colorectal, hein. Donc, le fait de ne pas bouger assez, ainsi que le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque. Et on tend vers un Nutri-Score, c'est le petit indicateur qui figure sur les aliments, vers des Nutri-Score plutôt A et B, évidemment, qui sont bien meilleurs que ceux qui sont à partir de C. En facteur de protection, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous faites certainement déjà beaucoup de choses. Atteindre ces fameux 25 grammes de fibres par jour, ça veut dire quoi, hein? Vous avez certainement déjà entendu, il faut manger des fibres, oui, mais comment? Donc, on pense souvent aux fruits et aux légumes, évidemment, mais ce n'est pas forcément eux qui contiennent la majorité des fibres. Les portions de 5 fruits et légumes par jour, elle est indispensable pour les fibres, mais aussi du coup pour les antioxydants et les vitamines que nous apportent les fruits dont le corps ne peut pas produire, hein. Donc plutôt 2 portions de fruits que 3 de légumes, hein. Donc moins de fruits parce que c'est sucré, même si c'est du sucre naturel. Et puis des portions, ça veut dire quoi? C'est pas une pastèque, c'est pas un potimarron, ce sont du coup l'équivalent de vos 2 points qu'il faut du coup consommer à chaque portion, donc 50 euros. On consomme également des fibres grâce à l'apport de légumineuses, les fameux légumes secs, lentilles, pois chiches, un minimum 2 fois par semaine. Donc, rajouter une petite poignée de lentilles avec votre riz, par exemple, c'est des choses toutes simples qui prennent pas beaucoup de temps, qui permettent du coup de manger des légumes secs sans s'en apercevoir. Et puis, au moins 1 fois par jour, un produit céréalier complet. Ça, peu de gens souvent le font. Au moins tendre déjà vers du demi-complet, semi-complet, c'est très bien. Mais voilà, plutôt privilégier un bon pain complet qu'une bonne baguette, même si c'est excellent.
mais ça n'apportera pas les fibres nécessaires et en plus, plus la farine est raffinée, plus elle sera riche en glucides et donc ne tiendra pas au corps. Manger 2 produits laitiers par jour est également un bon facteur de protection du cancer colorectal. En alternant lait, yaourt, fromage, fromage blanc, c'est vous qui décidez. Le mieux est de le consommer nature pour éviter tout sucre ajouté et mieux vaut privilégier du lait ou du yaourt ou fromage blanc que du fromage qui reste riche en gras et en sel également. Consommer du poisson gras et maigre en alternance, c'est une bonne source de protéines pour varier avec du coup la viande blanche, la viande rouge. Et ce sont des excellents apports également en oméga, comme les huiles végétales qui vont aussi être une source excellente de matières grasses pour faire fonctionner nos neurones, notre cerveau, et de manger une poignée de fruits à coque également. On privilégie toujours le fait maison, hein, les produits de saison et le bio si on peut. Voilà, on achète de saison, ce sera moins cher. On peut aussi tout à fait, si on a envie, voilà, c'est la saison de l'hiver, voilà, le chou et les pommes de terre, ben, on en a mangé assez. On peut aussi privilégier du coup des aliments, des légumes bruts surgelés. Et puis, on insiste bien sur aussi l'activité physique aujourd'hui, hein, qui malheureusement, avec l'apparition des écrans, et notamment chez les enfants, a fait baisser hein, notre activité physique qui doit rester de 30 minutes consécutives chaque jour. Donc, monter les escaliers, marcher, prendre son vélo, sortir un arrêt de bus plus tôt, tout ça, ce sont des moyens de faire de l'activité physique et de réduire la sédentarité. Donc, l'idée, c'est par exemple de mettre la photocopieuse peut-être à l'autre bout du couloir, ce genre de petites astuces hein, qui sont finalement anodines, mais qui peuvent contribuer à une bonne hygiène de vie. Alors, on peut également, pas forcément faire les 30 minutes d'affilée, hein, mais on peut aussi faire des tranches de leur maximum de 10 minutes. Hein. En dessous de 10 minutes, ça ne comptera pas, mais si vous faites par exemple 3 tranches de 10 minutes dans la journée, ça vous permettra d'atteindre le quota aussi. C'est des fois un peu plus facile. Au niveau du dépistage, alors déjà, hein, 3 choses importantes hein, et qu'on va aborder successivement. Pourquoi il faut se dépister, qui ça concerne et surtout comment se dépister. Pourquoi se dépister? Alors là, c'est des généralités hein, qu'on peut étendre à d'autres dépistages. Le but de tout dépistage, ça va être de diagnostiquer un cancer le plus précocement possible. Pourquoi? Parce que, 2 choses, hein, il y aura très souvent pas de symptômes et pendant la période où il n'y a pas de symptômes, on a pendant tendance à penser qu'on va bien et vous verrez qu'après, on a même des sondages hein, qui vous éclaireront un peu sur ce type de raisonnement à tort qu'on peut faire et surtout qu'un diagnostic précoce va pouvoir augmenter les chances de guérison. Un cancer qui est plus petit, qui n'a pas encore beaucoup évolué, il est plus facile à soigner avec des traitements qui sont moins lourds. Et même dans certains cas, et c'est le cas du cancer colorectal, on va même détecter des lésions qui sont précancéreuses, soit parce qu'elles ne sont pas encore tout à fait, elles n'ont pas encore tout à fait évolué vers un des cancers, ou parce que peut-être elles n'auraient pas évolué ou évolué vers des cancers, mais plutôt que d'éviter de prendre le risque, on agit dès le début. Tout ça avec des utilisations hein, de tests de dépistage qui vont être particulièrement simples. Pour le cancer colorectal, vous verrez, tout le monde peut le faire, c'est simple, c'est indolore, c'est accessible, mais on va reparler en détail quand on abordera le comment se dépister. Alors on parlait juste avant de l'évolution hein, d'un cancer. Hein. Un cancer colorectal va se développer à partir d'un polype, et pas de tous les polypes. C'est pas parce qu'on a des polypes qu'on va forcément systématiquement avoir un cancer, loin de là. Vous voyez les petits chiffres, hein, il y a finalement une grande partie de la population hein, qui a des polypes, une personne sur 3 après 60 ans, mais dans cette partie de personnes qui ont des polypes, n'atteignent pas des caractéristiques critiques. Il faut d'abord que le polype atteigne plus de 1 cm, et ça, ce n'est pas la majorité des polypes qui vont être concernés. Et parmi les polypes de plus de 1 cm, seulement un quart va évoluer vers un cancer. Et toute cette évolution va prendre longtemps puisqu'elle va se baser sur environ 10 ans. Une période pendant laquelle il n'y aura pas forcément de symptômes, on le redit. Hein. Et quand le polype a fait tout ce chemin et qu'il a évolué vers des cancers, il va y avoir différents stades. Vous avez déjà entendu sûrement parler. Dans le cas du cancer colorectal, ces différents stades se traduisent par des chances de guérison qui sont très très différentes. Où à un stade 1, le cancer colorectal est superficiel, il est très localisé et on va avoir des chances de guérison qui sont très élevées. Hein. 94% des personnes vont vivre 5 ans et plus une fois qu'on a diagnostiqué ce cancer. Au fur et à mesure que les stades augmentent, les chances de guérison vont diminuer. Au stade 2, la diminution n'est pas encore franche, hein, on a encore 80% de guérison. C'est un très beau taux de survie, mais vous voyez que dès qu'on passe à des stades 3, ou pire encore à des stades 4, les chances de guérison diminuent énormément. Et malheureusement,
un cancer colorectal sur 2 est diagnostiqué à ce stade. Et le danger, c'est qu'au-delà d'un certain stade, particulièrement pour le stade 4, le cancer colorectal va même traverser la paroi intestinale, le côlon, et va donc pouvoir potentiellement migrer vers des organes adjacents, et c'est ça qui va diminuer grandement les chances de guérison. Un autre schéma qui illustre un petit peu ce qu'on vient juste de dire, l'absence de symptômes et le développement des polypes. Je vous disais, le stade 4 qui va transpercer la paroi du côlon pour évoluer. Il ne faut surtout pas attendre d'avoir des symptômes. Et l'avantage, c'est qu'un polype, même tout petit, il va commencer à saigner un petit peu. Et c'est cette perte de sang qui va passer dans l'intestin qui va servir de base au dépistage colorectal et à cela un tas vraiment très très précoce, le plus souvent même avant que la lésion soit cancéreuse. Et on va vous poser un petit sondage parce que ça faisait longtemps. Hop, deux questions pour le prix d'une. La première. Oui. La première concerne l'âge du dépistage. Vous avez 4 possibilités, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans. Et là, c'est en plus pour voir si vous avez bien écouté. Et la deuxième question sur les chances de guérison après un dépistage. Et là, vous avez un peu plus de choix. 5 cas sur 10, 7, 8 ou 9. Effectivement, pour la première question, les répondants, pour l'instant, ne sont pas fait piéger. Pour la deuxième question, comme on n'en a pas encore parlé, forcément, il y a un peu de tout. Une majorité de 9 cas sur 10. Une personne pour 5 et une personne. On peut mettre le plan sondage, vous partagez les résultats. Vous avez vu, grosse majorité de gens. Il y a quand même un petit rebelle qui a mis à partir de 40 ans et tous les autres ont mis à partir de 50 ans. Et puis, en ce qui concerne les taux de guérison, une grosse majorité de 9 cas sur 10. Merci. On rebascule la présentation. Pour revenir sur ce tableau, je crois que c'est moi qui l'ai fait encore. Donc, ce petit tableau, pour vous récapituler un petit peu ce qu'on est en train de vous dire. Pour le dépistage, pour qui est concerné. On vous a déjà parlé des risques d'antécédents familiaux, personnels et de maladies intestinales chroniques qui vous classent dans un cadre de risque élevé. Risque très élevé, Catherine nous en a parlé tout à l'heure aussi, les polyposes adénomateuses familiales par exemple, ou aussi des cancers colorectaux héréditaires qui concernent heureusement une minorité de cas de cancer. Ces deux risques, élevés et très élevés, vont vous permettre de sortir du dépistage classique, du dépistage organisé, pour avoir des consultations qui vont être chez des spécialistes, qu'ils soient gastro-entérologues ou oncogénétiques, et qui vont vous permettre d'avoir une démarche qui va être spécialisée, individuelle, et pas organisée comme le reste. Grande majorité de la population va se trouver ici. Et va concerner des sujets asymptomatiques. On n'a pas de symptômes, on a l'impression que tout va bien. On a entre 50 et 74 ans, on est concerné par le dépistage, qui consiste en un test immunologique qui va avoir évidemment deux catégories de réponses, négatif ou positif. Si c'est négatif, tout va bien, 96% des personnes sont dans ce cas-là, le dépistage est négatif, il n'y a pas de sang dans les selles, on vous laisse tranquille pendant 2 ans, il faudra recommencer. Par contre, si le dépistage est positif, 4% seulement des tests, on va aller vers une coloscopie. Et cet ensemble de démarches, tests immunologiques asymptomatiques entre 50 et 74 ans, c'est le dépistage organisé. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que vous avez bien constaté qu'on en entend parler et puis surtout, beaucoup de gens en général sont au courant. Malheureusement, aujourd'hui, on sait que entre les personnes qui sont favorables à réaliser le test et qui déclarent le faire, il y a un gros gap. Donc aujourd'hui, 34%, un tiers des Français au niveau national ne fait pas le dépistage organisé. On est à 44% en Alsace, on est quand même un petit peu mieux que la moyenne nationale, mais ça reste quand même moins d'une personne sur deux. Et on le voit bien qu'il y a 17 000 décès et que voilà, le dépistage est quand même vraiment indispensable et permet de guérir. Donc, voilà, très favorable, mais pour autant, ne le réalise pas pour plusieurs raisons. Donc, les résultats donc c'est une étude qui a été réalisée, pas par nous, mais par du coup la région Bretagne.
Et on constate que les personnes, du coup, qui ne le font pas, la plupart du temps, le font pas à cause de l'absence de symptômes. Donc, alors que Thomas vient bien d'insister que justement, c'est parce qu'il n'y a pas de symptômes qu'il faut faire le test. Je n'estime ne pas être une personne à risque, hein, donc surtout pour les femmes qui le pensent. J'ai le sentiment d'être en bonne santé, donc effectivement, alors tant mieux d'être en bonne santé, mais l'un n'empêche du coup pas l'autre. Un polype peut grandir tranquillement en ayant ce sentiment d'être en bonne santé. Et je ne crois pas en l'efficacité du dépistage. Donc ça, c'est des choses voilà, qui ressortent. Si vous n'avez pas de symptômes, si vous avez, l'un de ces symptômes, mais entre 2 dépistages par exemple, ou bien, avant l'âge de 50 ans, évidemment, il faut aller consulter votre médecin. N'attendez pas de recevoir le kit si vous avez par exemple 49 ans et que vous avez, une fatigue inexpliquée, un amaigrissement, une anémie qui apparaît ou de la présence de sang pour le coup visible dans les selles, évidemment, il faut aller consulter et vous aurez du coup un suivi médical associé avec des analyses. C'est aussi ces questions qu'on va retrouver quand vous commandez le test, par exemple, où on vous demandera ces questions-là avant pour savoir si vous êtes bien éligible au dépistage organisé. Auquel cas, si vous répondez oui à la présence de symptômes, on va plutôt vous orienter vers un médecin pour une consultation. Comment est organisé le dépistage? Donc, on l'a dit, hein, à partir de 50 ans, et vous saviez déjà tant mieux, mais on le rappelle, à partir de 50 ans et tous les 2 ans, on réalise un test à domicile qui va avoir pour but de rechercher s'il y a les traces de sang dont je parlais tout à l'heure, hein. Le polype a perdu du sang. Si vous avez des polypes, il vous a forcément retrouvé cette trace de sang dans vos selles. Et avec ce test immunologique, on verra si vous êtes concerné ou pas. Il est simple, il est rapide, il est indolore et surtout, je sais qu'il y a des gens de l'assurance maladie hein, qui sont connectés à ce webinaire. Il est pris à 100% en charge par l'assurance maladie, il faut le rappeler. Comment ça marche? Alors, je crois qu'on a un petit film. On va essayer de le passer. Juste peut-être avant, au niveau de la il ne le précise pas dans la vidéo, donc aujourd'hui, il y a des petites nouveautés pour récupérer le kit de dépistage. Vous savez qu'aujourd'hui, votre pharmacien de proximité est peut-être formé à remettre le kit, hein. Donc vous n'êtes plus, obligé, alors c'est bien sûr la meilleure voie à suivre, hein, mais vous pouvez, aller voir votre médecin généraliste ou traitant pour avoir un échange avec lui. Mais sinon, vous pouvez également récupérer votre kit en pharmacie auprès des médecins d'un centre d'examen de santé aussi, l'assurance maladie, ou d'un gynécologue ou hépato-gastro-entérologue. Vous pouvez également le commander en ligne. Attention, quoi qu'il arrive, alors quand vous voyez quelqu'un physiquement, on va vous poser les questions. En ligne, le questionnaire, si vous répondez par exemple que vous avez déjà eu des diarrhées, il va vous dire bon, vous n'avez pas à faire le kit de dépistage, vous passez à la case coloscopie. Donc attention, vérifiez bien, voilà, si vous avez eu une diarrhée de temps à autre ou si c'est une diarrhée chronique, c'est pas la même chose. Donc, petite subtilité. Donc, là, on va vous passer la vidéo. Alors, je compte sur mes collègues du backup technologique pour nous dire si les gens réagissent. Si vous n'entendez pas du tout, dites-le. Excusez-moi.
Alors, vous avez été quelques-uns à nous rappeler hein, qu'on n'a pas forcément entendu le son. Vous avez vu que c'était sous-titré. De toute façon, on vous mettra le lien dans la présentation qu'on vous enverra. Et on va revenir très brièvement sur ce qu'on a vu dans la vidéo. Donc, vous avez récupéré le kit, vous n'avez pas d'antécédents, vous faites le test chez vous avec un prélèvement de vos selles et vous l'envoyez par la poste dans les 24 heures, jamais la veille d'un jour férié. Donc, le test est très fiable, il est vraiment fait spécifiquement pour les traces de sang que peuvent lâcher les polypes dans le côlon, donc il est vraiment spécifiquement fait pour ça. Ce qui n'est pas détaillé, c'est le comment à la suite, une fois que vous avez fait ce résultat, 15 jours après, au moins, enfin, c'est environ, hein, vous allez recevoir les résultats, soit par mail, soit par SMS ou par courrier. Et vous allez donc, comme on l'a dit, hein, 96% du temps, rien ne retrouver d'anormal, pas de traces de sang dans les selles. S'il y a des traces de sang dans les selles, ça ne veut pas vous dire que vous avez un cancer, ça veut juste dire que vous avez des polypes. Et à ce moment-là, votre médecin traitant vous orientera vers un spécialiste, un gastro-entérologue qui va réaliser la coloscopie. Et dans plus de la moitié des cas de ces coloscopies, tout ira bien et vous n'aurez aucune suite médicale à prévoir, à part le fait de refaire une coloscopie 5 ans plus tard. Le chiffre à retenir intéressant, c'est celui-ci, hein. Le dépistage permet de guérir 9 chances sur 10. Donc ne faites pas l'autruche. Vous avez votre enveloppe bleue, parfait, faites-la, ouvrez-la, servez-vous-en et surtout n'ayez pas peur en vous disant qu'est-ce que je risque. 96% du temps, vous ne risquez rien et même dans les 4% restants, vous allez encore avoir la moitié des cas où il n'y aura rien à signaler. Donc c'est vraiment en ne faisant rien qu'on prend un risque et il faut vraiment se sortir la tête du sable, faire son test. Donc, résumons, merci Thomas. Ne faites pas l'autruche, effectivement, ce sera le maître mot de ce 13-14. Appliquez ou continuez d'appliquer vos petites comptines de bonne hygiène de vie. Voilà, faites-vous aider si vous souhaitez arrêter le tabac. Limitez vos consommations de viande rouge et tout ce qui peut du coup impliquer l'apparition d'un cancer colorectal ou toute autre maladie. Et puis faites du sport, allez vous dépenser et profitez du retour de ce soleil en ayant une alimentation saine et équilibrée et pensez à faire votre dépistage qui sauve des vies. N'oubliez pas également, c'est un petit moment pour rappeler aussi hein, les autres dépistages. Donc, bien sûr, Mars Bleu, mais tout au long de l'année, on fait son kit, on récupère son kit de dépistage colorectal. Et on fait également, nous les femmes, la mammographie tous les 2 ans, également chez un radiologue. Et puis, aller voir un gynécologue ou une sage-femme pour réaliser votre frottis et votre suivi gynécologique pour vérifier que tout va bien. Tous ces dépistages ont la même caractéristique hein, de sauver et de guérir 9 cancers sur 10. Donc c'est vraiment énorme. Ce n'est pas un pourcentage à prendre à la légère, 9 chances sur 10, 90% des cas, on est guéri et on évite les gros soucis. On termine par la petite campagne hein, que vous avez peut-être eu la chance de voir ça et là avec des affiches. Une version un peu choquante, une version très choquante. La version un peu choquante vous rappelle ce que vous disait Catherine en début de webinaire, 17 000 morts par an chaque année. Et c'est ça qui, nous, est le plus choquant pour nous, hein, c'est de savoir que malgré ce dépistage fiable, indolore, pratique, accessible et gratuit, on a encore en France les 17 000 morts à cause d'un cancer colorectal qui aurait pu être dépisté et guéri dans 9 cas sur 10. D'où le message un peu plus choc que je vous laisse lire, parce que je n'ai pas besoin de le lire, il est explicite, avec le petit slogan en dessous surtout, dites-le à ceux que vous aimez, ça peut leur sauver la vie. Et c'est vraiment le sens de ce dépistage. Alors nous, on a la chance, on a même un t-shirt, je suis très fier de vous le montrer. C'est un collector. Également. En mug aussi. Donc, ne nous demandez pas, on n'en vend pas malheureusement, mais en tout cas, passez le message et c'est aussi ça qui est important. Même si vous n'avez pas plus de 50 ans, autour de vous, il y a des gens qui ont plus de 50 ans. Et si vous posez la question, vous verrez que malheureusement, une personne sur deux, alors qu'elle est tout à fait dans une situation où elle devrait le faire, ne le fait pas pour des mauvaises raisons, comme vous le rappelez tout à l'heure. Il y a le Colon Tour, hein, donc j'en parlais au tout début. Il passe par chez nous le 10 mars. Donc Catherine, si tu nous en dirais quelques détails, c'est au GHR, c'est ça? Tout à fait, donc action ouverte à tous, hein, donc vous pouvez venir jeter un œil. Lundi 10 mars, co-organisé avec l'hôpital de Mulhouse et la Ligue, participeront également la CPAM, le centre de dépistage des cancers et d'autres partenaires. Et là, c'est ouvert vraiment, vous pouvez emmener du public, venir découvrir par curiosité. Il sera animé par le gastro-entérologue du GHR. Et si vous n'avez pas l'occasion de le voir en mars, il y a encore une fois où il passera en juin à Saint-Louis.
Donc, n'hésitez pas aussi, c'est totalement gratuit. Et comme dit aux gens, c'est pas tous les jours qu'on peut dire qu'on peut rentrer dans un coin. Donc, n'hésitez pas. C'était le premier rendez-vous de ce 13-14. Des prochaines dates qui sont déjà fixées. Vous avez peut-être vu dans l'invitation que vous avez reçue par mail. Le prochain numéro sera consacré au papillomavirus. Les papillomavirus et les cancers qui peuvent en découler sont là encore plus facilement traitables. N'hésitez pas à vous informer là-dessus et participer, inscrivez-vous et faites passer l'info. En mai, on sera déjà dans les beaux jours, on vous parlera de prévention solaire contre les risques des cancers de la peau. Et en juin, au cas où ce n'est pas encore fait, on s'occupera de votre summer body en parlant de sport et d'alimentation. Le calendrier de la suite de l'année est déjà établi, mais on vous le donnera petit à petit, parce qu'on se doute bien que les gens ne vont pas s'inscrire maintenant pour un webinaire qui est dans 8 mois. Et en tout cas, d'ici là, si vous avez des questions, on peut ouvrir les micros et vous avez le programme complet qui est disponible sur le site internet. Merci à tous. On va répondre à vos questions. Une question, nous a-t-on dit? Alors, on va la voir ensemble. Alors, donc une personne qui nous dit qu'elle suit depuis des années et d'autant plus depuis le cancer du côlon de son papa. Elle a maintenant un deuxième gastro-entérologue qui est parti à la retraite l'année dernière et elle demande qui prend des nouveaux patients sur Mulhouse. Alors là, ça tombe bien qu'il y ait des personnes d'assurance maladie parmi les participants. Pour mémoire, hein, je sais qu'il y a des gens de l'analyse, enfin de l'accompagnement en santé qui peuvent très bien vous renseigner. Donc là, peut-être que des gens dans l'assistance qui seraient de l'assurance maladie pourraient peut-être nous apporter une réponse en activant les micros. Donc on a quelques-uns qui disent déjà. Alors, il y a eu des retours sur des médecins, du coup, proposés. Après, justement, vous pouvez venir le 10 mars découvrir le contour et Parce peut-être. que ce qu'on vous fera, c'est qu'on vous les enverra, on vous les mettra en compagnie du PowerPoint. Comme ça nous évite de citer quelques médecins et pas d'autres. Donc là, vous verrez les réponses. Et je vous invite à prendre à tâche la caisse primaire qui, avec le service d'accompagnement en santé, pourra vous renseigner sur les spécialistes ou même sur le site amélie.fr. Du reste, hein, vous pouvez voir les spécialistes qui auraient qui auraient des disponibilités encore rapides. Autre petite précision, tant qu'on parle du coup des gastro-entérologues, bien évidemment, les consultations, donc vous déterminez les laps de temps avec votre gastro-entérologue, mais c'est à vous de vous assurer de prendre le rendez-vous. Il n'y a pas souvent, c'est pas le gastro-entérologue qui va vous rappeler, mais il faut bien du coup s'assurer du suivi régulier, de prendre rendez-vous au fur et à mesure. D'autres questions, hein, vous pouvez poser oralement aussi en activant vos micros, en levant la main. On verra aussi si vous avez levé la main, on activera vos micros si vous n'arrivez pas à le faire. Il y a ceux qui font, voilà, on voit qu'il y en a qui sont donc là, Personne ne lève la main. Attends, il y a eu une réponse que l'assurance maladie va contacter. Elle a répondu, je pense. En fait. Donc, voilà. Pour votre information, l'assurance maladie va contacter 12 000 personnes éligibles pour le département afin de les encourager. Ouais, okay. Donc, il faut Alors, si jamais vous avez d'autres questions, hein, parce qu'il est que 2h moins quart, on a encore un peu le temps, n'hésitez pas à nous les poser. Alors, peut-on utiliser votre nouvelle campagne de com en entreprise, évidemment? Tout à fait. Donc là, pour ça, je vous invite à me contacter moi. Je m'occupe particulièrement des actions en entreprise. Et puis à ce moment-là, je vous transmettrai les supports que vous pouvez tout à fait utiliser. Et même, si vous le souhaitez, même faire des actions aussi en entreprise en venant directement chez vous pour ce dépistage. Vous avez vu aussi qu'elle a fait parler sur France Inter, à la télé. Donc, c'est vraiment voilà, le message à faire passer. Voilà, je pense qu'il y a eu assez de campagnes classiques. Aujourd'hui, voilà, il ne faut pas hésiter, lever le tabou, en parler, encourager. Merci d'avoir communiqué l'adresse de Thomas. Il y a aussi quelques colentours dans les entreprises qui ont eu lieu déjà et qui auront encore lieu. Et puis, comme on a dit, l'essentiel, c'est aussi l'ensemble de nos messages, il est aussi dans ce sens, c'est d'en parler, surtout plus faire du cancer un sujet tabou. Il faut pouvoir en parler naturellement avec ses collègues, avec ses amis, avec sa famille. Quand on a l'information, comme vous venez de l'avoir aujourd'hui, quand on sait où la trouver, et là, on peut
vous conseiller de diriger les gens vers nous. On peut très bien aider les gens à prendre la décision ou à franchir le pas. Et c'est vraiment le message à retenir aujourd'hui. C'est surtout entre vos mains, hein, entre les conseils d'alimentation et d'activité physique qu'a pu donner Catherine ou l'utilisation du dépistage. C'est vraiment entre vos mains. C'est surtout aussi que finalement, c'est des messages à faire passer à vos enfants parce qu'on sait aujourd'hui hein, que le fait de manger équilibré et l'activité physique dès le plus jeune âge va vraiment contribuer à un bon état de santé plus tard. Donc, c'est aussi voilà, d'agir là-dessus. Et puis, je lis voilà, une information sur la difficulté d'accès. Donc, si vous pouvez également vous déplacer, hein, bien évidemment, que ce soit pour les mammographies ou que ce soit pour un gastro-entérologue, des fois, voilà, à Colmar, des fois, c'est plus accessible qu'à Mulhouse. C'est très bouché, effectivement, à Mulhouse. Sachez que quand même, ta santé circule hein, pour les femmes qui n'ont pas eu fait de mammographie depuis plus de 2 ans, avec un mammographe à l'intérieur. Et pour un gastro-entérologue, évidemment, c'est bien. Hein. On n'a pas une baguette magique avec Thomas et on n'arrive pas à vous dégoter non plus des consultations aussi rapidement, mais n'hésitez pas, le bouche à oreille, d'appeler, de vous déplacer s'il le faut. Voilà, on essaye de pallier tant bien que mal tous pour trouver des solutions. Alors, il y a aussi, hein, et la Ligue participe évidemment à un comité de concertation des dépistages hein, qui est géré par l'ARS, l'Agence régionale de santé, auquel participe aussi l'assurance maladie, la MSA et tous les acteurs les plus importants dans le monde du dépistage. Donc c'est aussi pour vous dire que les initiatives ne manquent pas. Et donc au final, on arrive quand même toujours au même. Hein. C'est à vous de jouer surtout, pardon, d'informer, d'agir déjà pour vous et pour vos proches. Et c'est vraiment le message à retenir. On a largement laissé le temps aux gens qui voulaient poser des questions de le faire. Si elles vous reviennent, parce que moi, ça m'arrive des fois de repenser à quelque chose, de dire, ah tiens, j'aurais dû demander ça, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail, on y répondra. Et en attendant, on vous renverra tout bientôt le support de ce webinaire et on mettra rapidement la vidéo, puisqu'on était enregistré, pour vous permettre de regarder ça à nouveau tranquillement. N'hésitez pas aussi à aller consulter le colon virtuel hein, sur notre site internet du CD68. Vous pouvez accéder si vous rentrez dans la rubrique Marque Bleue. Vous pouvez aller découvrir le colon de manière virtuelle aussi et vous amuser à répondre aux questions. En tout cas, merci à tous. On va vous laisser, on vous souhaite une bonne après-midi et rendez-vous le mois prochain Prenez soin de vous pour le nouveau 13-14 de la Ligue. et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.